Bonjour et bienvenue à l'entretien de France 24. Je suis Anna Tiang. Une fois de plus, les tensions entre l'Inde et le Pakistan sont au plus haut à propos du territoire contesté du Cachemire. Jeudi, le Pakistan dit qu'un de ses soldats a été tué par des troupes indiennes alors qu'il était sur du territoire pakistanais. Cela vient après le décès de 2 soldats indiens, après ce que Delhi dit a été un raid pakistanais. Cela vient à la suite de l'annonce par le Pakistan qu'un de ses soldats était décédé à la suite d'une attaque indienne. Les deux parties, les deux côtés disent ne pas être responsables de cette situation et cela arrive dans un contexte où le territoire est contesté depuis 2003. Les deux nations affirment que ce territoire du Cachemire leur appartient. Le ministre indien des Affaires étrangères M. Kouchir est notre invité aujourd'hui. Ce premier round de clash vient après une amélioration des relations entre les deux pays. Il y a eu un programme de visa plus libéral et l'équipe de cricket du Pakistan est venue en Inde pour la première fois depuis 5 ans. Vous avez dit qu'en réponse à ce qui s'est passé, il y aura une réponse proportionnée. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, tout à fait exactement ça. Nous pensons que nous avons investi beaucoup dans cette initiative de paix. J'imagine que les deux côtés l'ont fait, mais nous l'avons fait certainement. Nous l'avons fait même lorsqu'il y avait des parties de l'opinion publique qui ont dit « ne le faites pas ». Nous leur avons permis de venir pour un match de cricket. Nous avons continué avec ce que nous pensons être un régime de visa satisfaisant. Nous avons beaucoup de problèmes qui doivent encore être réglés et auxquels il faut répondre et pour lesquels les promesses n'ont pas été tenues. Il y a eu une attaque terrible en 2008 à Mumbai et nous avons besoin de beaucoup de dédommagement de ce point de vue-là. En dépit de tout cela, nous avons senti qu'il était important pour que la paix arrive, qu'on aille de l'avant. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, soudain, nous devons faire face à un incident horrible. Nous l'avons décrit comme étant barbare. Nous avons dit que c'était inhumain. Mais en même temps, nous n'avons pas perdu notre calme parce que nous croyons que on ne peut pas changer ses voisins. Il faut vivre avec ses voisins, mais pas au prix qui nous est infligé. Donc il faut repenser les choses. Nous avons envoyé un message très fort en espérant avoir une réponse. Nous attendons toujours. Comme vous l'indiquez, vous attendez encore, mais en ce qui concerne les deux parties, il n'y a pas un intérêt à une escalade plus poussée. Certainement pas de notre côté. Ça signifie que il faut prendre des décisions impopulaires. Nous sommes prêts à le faire parce que nous pensons que les bénéfices au long terme pour la région et pour nos deux pays sont énormes. Nous pouvons très bien le comprendre et j'espère que de l'autre côté de la frontière, ils le comprennent également. Et donc, nous n'allons pas perdre cet investissement facilement. Mais en même temps, nous avons une responsabilité envers notre peuple. Nous avons une responsabilité envers les familles de ces jeunes gens dont les corps ont été mutilés. C'est inacceptable et il faut que notre position soit très claire. Mais votre gouvernement est dans une situation très difficile parce qu'il y a une opposition nationaliste très forte. Tout récemment, un parti nationaliste hindou a appelé l'Inde à détruire le Pakistan en représailles. Cela ne facilite pas votre tâche. Non, effectivement, mais je pense que j'utiliserai le terme réaction proportionnée. C'est dit non seulement pour les gens de l'autre côté de la frontière, mais c'est dit aussi à notre propre peuple. C'est une position extrêmement responsable dans laquelle nous sommes aujourd'hui et nous comprenons ce que sont nos responsabilités. À l'évidence, nous ne pouvons pas être emportés par l'émotion. Nous ne pouvons pas nous permettre que nos responsabilités soient réduites en cendres simplement parce qu'il y a une pression émotionnelle énorme. Monsieur le ministre, ce conflit en cours au Cachemire semble empêcher toute résolution véritable de problèmes qui perdurent entre Delhi et Islamabad. Envisagez-vous qu'un jour les deux parties pourront signer un accord de paix? Eh bien,
Il m'a été donné de comprendre qu'au cours des 50 dernières années, nous étions très très proches de cela, pas seulement une seule fois, mais à plusieurs reprises. Et je pense que nous travaillons tous pour ce rêve, cette situation rêvée que vous venez de décrire. Et je crois que c'est compris des deux côtés qu'il y a des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre dans l'urgence. Mais le fait qu'on ne puisse pas résoudre ces problèmes ne signifie pas qu'il ne faut pas travailler à l'amélioration de nos relations dans beaucoup d'autres domaines où il faut tenter de le faire. Ça, c'est possible. Et il y a une preuve, une évidence de tout cela au cours de ces dernières années. Mais à l'évidence aussi, le nombre de gens en faveur de la paix dans les deux pays doit être pris en compte. Et il y a des gens qui ne veulent pas la paix. Et est-ce qu'on doit tomber entre les griffes de leurs machinations ou de leurs manigances? C'est une grave question que la direction des deux côtés doit répondre. Quelles autres mesures votre gouvernement pourrait-il prendre si les choses empiraient entre votre pays et le Pakistan? Vous savez, il y a eu des époques où on s'est arrêté, on a arrêté de jouer au cricket. Et il y a un désir des deux côtés de jouer au cricket. C'est pour ça qu'on a repris les jeux de cricket. Vous savez, des problèmes de commerce, d'eau. Il y a des questions d'échange, de visites des deux côtés. Il y a aussi la région au sens plus large. Beaucoup de régions, beaucoup de pays doivent y coopérer. Le Pakistan a besoin de l'Inde. Si le Pakistan doit communiquer avec les gens de la région de l'ASEAN, et donc je crois que il y a une interdépendance dans toute cette région. Et la vie n'est pas très facile pour eux sur la frontière occidentale. Donc il me semble qu'il faudrait vraiment être très très myope pour vouloir détruire tout ce qui a été fait vers la paix sur la frontière orientale. L'autre question en Inde qui a attiré les gros titres à travers le monde entier, c'est cette affaire épouvantable du viol puis du décès de cette jeune étudiante. Le chef des droits de la personne des Nations Unies appelle à des changements. Ce n'est pas l'image qu'une puissance économique émergente souhaite donner au reste du monde. Je ne veux pas rejeter quelque chose que nous prenons très très au sérieux, qu'il faut prendre au sérieux. Nous sommes très très affectés, tristement affectés par ce qui s'est passé. Et un incident de cette sorte, c'est un de trop. Nous avons des lois dans ce pays. Nous sommes un État de droit. Nous avons un système qui fonctionne. Nous avons des femmes dans des positions extrêmement importantes. Nous avons des femmes dans les forces de police. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que la région où cet incident s'est produit est sous les responsabilités d'une femme officier de police. Donc les choses peuvent aller de travers en dépit des meilleurs efforts, et les choses vont de travers dans d'autres parties du monde aussi. Mais je ne suis pas certain qu'en Occident, la presse rende compte des choses qui vont mal d'une façon aussi virulente que notre presse libre le fait. Donc, aussi grave que cela soit, ce n'est pas toute l'histoire de l'Inde, mais il faut qu'on s'en occupe, on va s'en occuper. Mais une affaire qui est sortie après cette affaire de viol, c'est le nombre de personnalités politiques qui sont accusées de crimes à l'encontre des femmes. Apparemment, 6 membres de parlements régionaux sont accusés de ces crimes et 2 membres du Parlement national sont accusés de crimes à l'encontre des femmes. Il s'agit, semble-t-il, non pas tellement de changer les lois, mais de changer les mentalités. Oui, il faut changer les mentalités, mais ça ne doit pas être vu isolément de beaucoup de changements de normes. Vous savez, beaucoup d'entre nous sont en désaccord avec ces normes sociales. Nous voulons les changer. Un changement qui a été soutenu par nul autre que le Mahatma Gandhi. C'est le même pays où autrefois, nous avons déjà interdit le sati, qui était l'immolation par le feu d'une veuve sur le bûcher de son époux décédé. Nous l'avons interdit.
Nous avons éliminé cela. Nous sommes arrivés de là pour en arriver où nous en sommes aujourd'hui, pour avoir un ministre principal qui est une femme. Nous avons eu des présidents et des juges et des gens dans les forces armées et dans le journalisme qui sont des femmes. Oui, mais oui, il y a encore des problèmes sociaux contre lesquels il faut se battre. Il y a des parties de l'Inde où des gens peuvent se plaindre encore d'avoir été traités en tant qu'intouchables. Et nous avons des lois contre cela. Donc, véritablement, il faut infliger des sanctions, il faut améliorer nos lois partout où il y a des choses qui montrent qu'il faut le faire. Mais je ne pense pas qu'il faut le voir avec cette image très sombre de l'Inde. Ce sont des aberrations, ce ne sont pas des événements à très large échelle qui frappent tout le pays. L'autre préoccupation pour votre gouvernement, c'est l'économie. En octobre, le Fonds monétaire international a indiqué que sa prévision de croissance était de 4,9%, le plus bas sur une décennie. Vous avez de l'inflation et une faible balance des paiements. Oui, nous avons ce problème, mais c'est un problème dans le monde entier. Les Américains se battent contre leur déficit budgétaire. L'Europe parle de 0,5% de croissance. De façon plus pragmatique et réaliste, les gens parlent de 0% de croissance. Nous parlons de 6% de croissance. Et les institutions nationales nous disent qu'on en aura 5%. Si nous, on donne à la France 5% de croissance en échange de quelque chose que vous nous donnerez, eh bien, vous seriez le pays le plus heureux du monde. Donc, il y a beaucoup de choses en notre faveur. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Nous, à l'évidence, on est passé de 9%, on est descendu à 5,5%, on espère 6%. Mais nous avons le plus grand programme de subvention alimentaire dans le pays. Nous avons le plus grand programme de garantie de l'emploi. Nous avons le plus grand programme de sécurité sociale au monde. Et nous avons de l'éducation gratuite pour la plus grande partie des étudiants, plus que n'importe où dans le monde, entre 6 et 14 ans. Tout cela contribue au déficit, certainement. Et c'est pas une surprise. Il faut payer pour une société égalitaire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Restez avec nous sur France 24.